La Formule 1 attaque le dernier triple header de sa saison et quitte l'Europe pour le Moyen-Orient. On va vivre 2 courses à Bahreïn et une course à Abu Dhabi. À Bahreïn, on va vivre 2 courses sur 2 circuits différents, 2 tracés du circuit de Sakhir. On va voir ce que ces 2 courses à Bahreïn nous réservent, à quoi on peut s'attendre. Mais on va d'abord commencer par présenter le circuit, ses caractéristiques, son histoire et ses faits marquants, ainsi que ses meilleures courses. Le Grand Prix de Bahreïn est arrivé au calendrier de Formule 1 en 2004. Il est habituellement très tôt dans la saison, première, deuxième, troisième course, donc on ne connaît pas encore vraiment les rapports de force, ce qui le rend toujours intéressant. C'est aussi le premier Grand Prix dans la région Moyen-Orient. Le premier vainqueur du Grand Prix de Bahreïn est Michael Schumacher, et depuis, on a vu Vettel s'imposer 4 fois, Alonso 3, ainsi que Lewis Hamilton 3 fois également, Massa 2 fois, et Rosberg et Button 1 fois chacun. Le circuit classique de Bahreïn fait 5 km 4, avec plusieurs grandes lignes droites. On y voit 3 zones de DRS, donc plusieurs opportunités de dépassement, mais ils sont souvent faites en ligne droite avant la zone de freinage. Donc on voit pas beaucoup de batailles roue contre roue, alors au freinage, les lignes droites sont tellement longues que le dépassement est souvent effectué avant le freinage. Il y a tout de même le premier et troisième virage qui peuvent se négocier roue contre roue, mais c'est très rare parce que, comme j'ai dit, le DRS est vraiment très efficace dans ce circuit-là. C'est un circuit fait par Hermann Tilke. Bon, c'est quand même un de ses meilleurs, mais il nous a donné de bonnes courses, mais le circuit est un peu sans âme. Il y a des longues lignes droites, des longs dégagements, l'asphalte en sortie de virage, donc c'est vraiment plus de marge d'erreur pour le pilote. Et comparé à des circuits comme Imola ou le Mugello qu'on a vu depuis le début de l'année, on sent vraiment la différence, quoi. Mais bon, voilà, c'est les circuits modernes, c'est les caractéristiques de la nouvelle Formule 1 avec les circuits larges. Et comparé à ces autres circuits comme Sochi, franchement ça va, c'est pas des parkings, il y a du dénivelé, il y a un peu de dévers. Donc on va dire que le circuit en soi il est ok. Depuis 2014, le Grand Prix se déroule de nuit. Alors déjà visuellement c'est beaucoup plus beau que le désert en pleine journée. Mais bon, après ça fait moins d'effet étant donné qu'on a déjà Singapour ou Abu Dhabi qui sont aussi des Grands Prix de nuit. Concernant les meilleures éditions, alors il n'y a pas grand chose à dire sur la première édition de 2004, à part que les Ferrari ont écrasé leur concurrence, P1, P2, comme toute la saison 2004 presque. La première course sur un nouveau circuit c'est toujours intéressant. Et c'est la première course au Moyen-Orient, et à Bahreïn, la vente d'alcool est interdite. Du coup, à chaque podium, le champagne est remplacé par des boissons pétillantes. Je crois que c'est de l'eau de rose. En 2006, par contre, il y a vraiment une édition très intéressante. Une bataille à l'image de la saison entre Alonso et Schumacher. C'est vraiment une bataille qui a duré toute la course, et Alonso ressort vainqueur devant Schumacher. Donc dans cette bataille Alonso-Schumacher, on voit bien le caractère de l'enchaînement virage 1 et 2. Alors c'est possible de rentrer roue contre roue, mais celui à l'intérieur peut pousser vraiment large le pilote à l'extérieur, et bien refermer la trajectoire sur le virage 2. Donc il est très difficile pour un pilote d'enrouler par l'extérieur et il vaut mieux défendre à l'intérieur, freiner tard, emmener large et après fermer la trajectoire sur l'enchaînement du virage 2. Après, si les deux pilotes veulent forcer leur passage au virage 2, il y a souvent un accrochage car le pilote à droite, à l'extérieur, ferme la porte sur celui à gauche. En 2010, le tracé change un petit peu et on voit la configuration du championnat du monde d'endurance, le WEC, arriver. Le circuit fait 6 km 2, mais elle est un peu ennuyante, c'est plutôt une procession et l'enchaînement de virages qui est rajouté par rapport au tracé de base est un peu inutile. C'était la première course de la saison et elle a remporté par Fernando Alonso pour sa première course avec Ferrari et donc sa première victoire avec l'écurie italienne. C'est aussi le premier Grand Prix des écuries Team Lotus, HRT et Virgin Racing et c'est vraiment une catastrophe, elles sont absolument nulle part, entre 5 et 9 secondes de la pole position. En 2011, on voit l'édition du Grand Prix de Bahreïn annulée, il y avait de grosses manifestations dans le pays, dans un contexte de printemps arabe. À cause de l'instabilité du pays à ce moment-là, l'édition a d'abord été repoussée à la fin d'année, mais finalement la FOM et la FIA ont été contraints de l'annuler. Le maintien annoncé de la course avait engendré de nombreuses polémiques et avait accusé la FIA et la FOM de faire passer l'argent avant les droits humains. Le Grand Prix de Bahreïn revient en 2012, et en 2012 et 2013, c'est Sébastien Vettel qui domine la course avec sa Red Bull. Raikkonen et Grosjean complètent le podium sur les deux éditions, et en 2012 c'est le premier podium de Raikkonen avec Lotus et le premier podium de Grosjean en Formule 1. On a aussi eu une radio mythique de Fernando Alonso avec Ferrari. 2014, on arrive à mon édition préférée. Déjà, c'est la première édition de nuit et c'est très beau visuellement, mais c'est aussi la grande bataille entre Rosberg et Hamilton. De leur période ensemble à Mercedes, c'est sûrement leur plus grande bataille en course, très agressive, mais finalement très propre. Ils se passent, se repassent, se dédoublent, se croisent, se font des freinages. À la fin, c'est Hamilton qui gagne. Et quelle bataille ça a été. À ce moment-là, c'était encore le début de l'ère hybride et on voit à peine commencer la grosse domination de Mercedes. Alors vraiment, les Mercedes étaient sur un autre niveau. Rosberg et Hamilton se bataillaient tout seuls, étaient sur une autre planète. Et à ce moment-là, on voit les prémices d'une grande rivalité entre Rosberg et Hamilton qui a duré 3 ans. Bien qu'à ce moment-là, l'atmosphère était encore très détendue, on voit Rosberg qui félicite Hamilton. Et comparé à l'ambiance de 2016, il y a vraiment un contraste énorme. L'édition a aussi été marquée par l'accrochage entre Maldonado et Gutiérrez qui part en tonneau avec sa Sauber. Et franchement, même 6 ans après, je comprends toujours pas ce que Maldonado a voulu faire avec sa Lotus. En 2019, on voit Charles Leclerc prendre la pole position pour seulement sa deuxième course avec Ferrari.
et Vettel qui complète la première ligne. Donc c'est vraiment une réussite pour Ferrari qui verrouille la première ligne pour seulement la deuxième course de la saison. Charles Leclerc rate son départ, mais reprend la tête de la course quelques tours plus tard pour la mener pendant une quarantaine de tours. Derrière, on voit la bataille entre Hamilton et Vettel, deux grands champions. Vettel qui part en tête à queue tout seul et du coup qui perd toute chance de podium. Vettel dans son tête à queue perd complètement l'arrière et c'est là qu'on remarque qu'il préfère vraiment les voitures qui sont bien plaquées à l'arrière avec beaucoup d'appui aérodynamique. Comme sa Red Bull au début de la décennie avec laquelle il a dominé pendant 4 ans. Et on comprend qu'il galère avec une Ferrari de 2020 qui sous-vire en entrée, qui survire en sortie. Et contrairement aux jeunes pilotes de maintenant qui préfèrent rouler avec beaucoup d'appui devant, lui c'est plutôt l'arrière et avoir l'arrière plaqué au sol qui lui convient le mieux. On voit Charles Leclerc qui a un problème moteur et qui perd 5 à 6 secondes par tour sur les Mercedes derrière lui. Il peut vraiment rien faire et se fait dépasser par Hamilton et Bottas. Heureusement pour Leclerc et Ferrari, il y a les deux Renault qui abandonnent presque simultanément sur un problème moteur. On voit vraiment le moteur s'éteindre complètement. Il y a la safety car qui sort en piste et qui sauve le premier podium de Leclerc en carrière parce que sans la safety car, il serait clairement fait dépasser par Verstappen. Donc c'est son premier podium en carrière pour sa deuxième course avec Ferrari. Mais c'est vraiment un podium amer étant donné qu'il avait la victoire au bout des doigts et qu'il maîtrisait vraiment cette course. Alors maintenant, à quoi s'attendre pour les deux éditions de 2020 et quels sont les enjeux? Alors déjà pour la victoire, quel que soit le circuit, c'est toujours Mercedes qui est au top. En termes de performance, ils sont clairement au-dessus. Mais ce serait intéressant de voir Bottas battre Hamilton qui toujours après avoir sécurisé le championnat baisse en performance. Ce serait surtout intéressant de voir Bottas se relancer après son week-end catastrophique en Turquie. Après derrière il y a toujours Verstappen avec sa Red Bull qui est toujours en embuscade et qui va profiter j'en suis sûr de chaque opportunité si elle se présente. On n'est jamais à l'abri d'une erreur de Bottas ou Hamilton, d'un problème moteur, etc. Le plus grand enjeu du championnat pour cette fin de saison, c'est la 3e place au constructeur, avec Racing Point, McLaren, Renault et Ferrari. En Turquie, c'était vraiment un gros coup dur pour Renault, qui accuse maintenant 18 points de retard sur la 3e place, qui est occupée actuellement par Racing Point. En plus de ça, Renault a vu Ferrari se rapprocher dangereusement, grâce aux bons résultats de Leclerc et Vettel en Turquie, à seulement 6 points de l'écurie française. Avant le Grand Prix de Turquie, on enterrait clairement Ferrari pour la 3e place, mais maintenant c'est vraiment possible et c'est vraiment l'outsider. Après, à Bahreïn, c'est souvent les meilleurs moteurs qui performent, et on a vu Renault l'année dernière vraiment être très performant, avant qu'ils subissent leurs problèmes moteurs qui sont d'ailleurs très récurrents à Bahreïn. Pour la 3e place au constructeur et cette fin de saison, c'est sûrement à l'équipe qui saisira la meilleure opportunité quand elle se présente, mais en termes de performance pure, je pense vraiment que Renault est au-dessus. Le plus important pour eux, ce serait de capitaliser sur leur performance et surtout de mettre les deux voitures dans les points, à voir si Ocon peut élever son niveau de jeu et se débarrasser de la malchance. Pour la course, on va probablement voir un accrochage au premier virage ou au premier enchaînement, ainsi que probablement au 3e virage. Mais même en dehors du départ, je vois bien un accrochage au premier enchaînement. Le premier virage, lui, est un gros freinage, donc peut se passer à 2 de front. Mais le 2e virage est à fond, et la trajectoire, comme j'ai dit tout à l'heure, se referme souvent sur le pilote à l'intérieur, et souvent il y a un accrochage. Alors pour la semaine d'après et la 2e course à Bahreïn, ce sera sur un nouveau tracé, une nouvelle configuration du circuit de Bahreïn. Donc ce sera le circuit externe, outer track en anglais, et ce tracé laisse complètement tomber le 2e secteur du tracé traditionnel, avec un enchaînement de virages rapides et des lignes droites. Donc ce nouveau tracé est caractérisé en étant presque un ovale. Ce sera un Grand Prix clairement axé sur les moteurs et aussi qui je pense sera très tendre sur les pneus. Je pense que Renault, qui est depuis quelques années très performant sur le circuit moteur, peut vraiment faire un résultat sur ce circuit ultra rapide. Étant donné que presque toutes les écuries ont un bon moteur, je pense que ce sera l'équipe qui négociera mieux le setup faible en appui aérodynamique à la Monza. Cependant, malgré les progrès de Ferrari, je les vois bien galérer, surtout dans la 2e course, à cause de leur moteur. La course sur le nouveau tracé sera très intéressante. C'est toujours intéressant d'aller sur un nouveau tracé, un nouveau circuit. Et là, on aura quand même des tours en moins d'une minute en qualif, les tours les plus rapides de l'histoire de la Formule 1. Après, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de lignes droites, beaucoup de zones de DRS, et ce sera sûrement contre-productif parce que ok, ça donnera des dépassements, mais ce sera des dépassements en ligne droite avant la zone de freinage, donc pas vraiment intéressant. Donc c'est vraiment le fait que les lignes droites soient vraiment longues, qu'il n'y ait pas ou peu de gros freinages en chicane ou en épingle, qui pour moi rendra peut-être le circuit moins intéressant, étant donné qu'il n'y aura pas de bataille au freinage. On va peut-être voir une procession. Après, à voir ce que ça donne, il y aura sûrement beaucoup de dépassements, ça peut être très intéressant. Et on sait jamais, il y aura peut-être des surprises, on est quand même en 2020. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Et sinon, n'hésitez pas à me laisser des critiques constructives en commentaire pour m'aider à m'améliorer. Et encore merci d'avoir regardé cette vidéo.